Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Lancement des travaux du symposium du ministère de la Santé, c'était ce matin au Palais du Peuple et sous le haut patronage du Premier ministre. Et dans l'actualité africaine, au Burkina Faso, les 8 mineurs coincés depuis 32 jours n'ont pas été retrouvés dans la chambre de refuge. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Placée sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, la cérémonie de lancement du symposium de la santé s'est tenue ce matin au Palais du Peuple. Cette cérémonie de lancement a vu la participation du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants du système des Nations Unies, des diplomates et surtout des représentants de la société civile djiboutienne. Décidé au plus haut sommet de l'État, ce symposium de la santé constitue un terrain propice d'échanges inclusifs et de débats constructifs afin de doter notre pays d'un système de santé fort, résilient et équitable à l'horizon 2030. En effet, l'objectif général du symposium sera d'organiser des consultations publiques à travers des ateliers thématiques dans le but d'identifier les réformes nécessaires pour atteindre la couverture de santé universelle à Djibouti. Lancé à travers tout le pays, ce symposium permettra également de conduire une analyse approfondie du système de santé de Djibouti sur les objectifs d'atteinte de la couverture sanitaire universelle, de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et également la préparation et les réponses aux urgences sanitaires qui seront les principaux axes thématiques majeurs. Écoutons à présent l'intervention de la représentante de l'OMS à Djibouti, Dr René. Le symposium de la santé offre une vraie opportunité d'incorporer ces évolutions scientifiques aux différentes politiques et stratégies du gouvernement et atteindre les objectifs du millénaire, les objectifs du développement durable. Ces dernières décennies ont aussi démontré que la santé n'est pas seulement l'affaire d'un ministère concerné. Et je suis sûre que les sketchs qu'on vient de voir ont bien illustré cela. La lutte contre le paludisme, comme ici à Djibouti, en est un parfait exemple. Comme on a vu, les travaux publics d'assainissement, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'information, l'égalité des genres, une bonne nutrition, une bonne alimentation, sont aussi, si pas plus importants qu'un bon diagnostic et un traitement efficace pour les patients qui souffrent de cette maladie. Et c'est pour cela que nous félicitons le gouvernement djiboutien pour l'approche holistique de ce symposium. Et de son côté, la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Hasna Hamad Belil, s'est réjouie de la tenue de ce symposium. C'est pour moi un immense honneur d'être parmi vous ce matin pour prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de lancement du symposium de la santé auquel nous sommes d'ores et déjà associés en qualité de membres du comité d'orientation multisectorielle. Malgré des avancées notables réalisées par le système de santé sanitaire de notre pays, de nombreux problèmes majeurs constituent des défis importants à relever et c'est l'occasion pour nous tous, acteurs multisectoriels, de réfléchir ensemble sur la faiblesse de notre système de santé en vue d'identifier des recommandations et des propositions nécessaires pour l'aboutissement à un système sanitaire plus résilient, équitable et renforcé. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la réflexion collective, sans exclusif, donnant directement la parole à la population, et en particulier aux femmes, et aux jeunes filles, constitue assurément l'une des étapes indispensables à l'édification de notre système de santé de demain. La promotion, la protection de la santé de la mère et de l'enfant constitue un axe prioritaire des actions de l'Union nationale djiboutienne présidée par notre première dame, présidente de l'UNFD, Kadra Mahmoud Haï.
Avec l'appui des partenaires au développement et le ministère de la Santé, notre organisation met en œuvre de nombreuses actions luttant contre la mortalité maternelle et infantile, contre la malnutrition des enfants, contre le comportement à risque des adolescents et des jeunes, la lutte contre les 3 pandémies, etc., et le Covid-19, sans oublier le Covid-19. Et le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a dans son intervention rappelé que le système de santé à Djibouti a évolué à tous les niveaux et ce depuis 1999. Le ministre a remercié le président de la République pour son soutien indéfectible quant à l'organisation de ce symposium. On écoute le ministre. Cet exercice, qui est une première à Djibouti, a pour objectif principal d'identifier les réformes nécessaires à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Cela passera par la réflexion, le dialogue, avec un large débat entre le secteur de la santé de façon globale et la société civile. La feuille de route du ministère de la Santé est de mettre en œuvre la politique de santé en s'assurant et en promouvant la bonne santé physique, mentale et sociale des populations. Cependant, pour répondre plus efficacement à cette noble mission, le chef de l'État, chef de gouvernement, le président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, a toujours affiché la santé comme une priorité de sa politique gouvernementale et s'est engagé à ce que l'ensemble de nos concitoyens puissent accéder à des santé de qualité, de proximité, avec les différentes réformes engagées depuis son accession à la magistrature suprême en 1999. Ce symposium est donc dans la continuité des actions du chef de l'État, qui a toujours été à l'écoute de sa population. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler que la République de Djibouti dispose d'un système de santé pyramidal qui est basé sur l'approche de soins de santé primaires pour atteindre un objectif optimal de santé pour tous et partout. C'est dans cette optique que notre système de santé a évolué selon les différents niveaux de la pyramide sanitaire. Entre 1999 et 2022, le nombre de postes de santé au milieu rural est passé de 18 à 43 postes de santé. Celui des centres de santé et des polycliniques de 8 à 15. Des hôpitaux de 0 à 3. Le troisième étant l'hôpital de Tadjoura qui va bientôt commencer, mais également la réhabilitation de l'hôpital Pelletier, la réhabilitation de l'hôpital Cheikho. En termes de ressources humaines, un progrès considérable donc a été notifié avec le nombre de médecins, toutes catégories confondues, qui a pratiquement quadruplé. La République de Djibouti est déterminée à devenir une nation où toutes les populations sont en bonne santé, économiquement et socialement productives, bénéficiant d'un accès universel à des services de soins de santé de qualité. Je voudrais ici exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit du président de la République pour son soutien. Et il s'agit ici de l'idée du chef de l'État d'organiser ces assises de la santé, qui est pour nous une démocratie sanitaire. Et enfin, pour clore la série des interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a mis en exergue les efforts constants mis en place par le gouvernement djiboutien pour protéger au mieux la population djiboutienne dans toutes ses composantes et sur l'ensemble du territoire national. Ce symposium plus élargi et multidirectionnel que son aîné tenu en 2009 se réalise dans un contexte de persistance de la Covid-19 et de l'amorce d'une crise mondiale multidimensionnelle. Que Dieu nous préserve de ces répercussions funestes annoncées. Notre système de santé a certes connu d'importantes transformations au cours de ces dernières décennies. Cependant, comme tant de pays africains, Djibouti se situe dans une phase critique de sa transition épidémiologique. Et de ce fait, nous connaissons la coexistence d'un triple fardeau des maladies transmissibles, non transmissibles et socio-comportementales
auxquels évidemment s'ajoutent d'autres déterminants sociaux, vous comprendrez ainsi tous les défis auxquels le gouvernement et en premier lieu le président de la République doivent faire face. Cela nous impose des priorités. Et parmi toutes ces priorités, la santé de la population, pierre angulaire du développement harmonieux de notre société, préoccupe constamment le chef de l'État. C'est d'ailleurs ce qui motive la tenue d'une telle réflexion pour permettre l'atteinte pour tous du plus haut niveau de santé, c'est-à-dire la réduction de la morbidité et de la mortalité, notamment maternelle et infantile, l'amélioration de l'offre et la demande des services de soins de santé de qualité, l'extension de la couverture maladie universelle, l'amélioration de la gouvernance et du financement du système de santé. Au passage, nous pouvons nous enorgueillir de la mise en place de l'assurance maladie universelle qui a été une des réponses phares à ce défi. La société civile, les associations communautaires, le secteur privé de santé, les établissements publics et parapublics, ainsi que les corps constitués qui avaient l'habitude d'apporter leur contribution aux différents PNDS précédents sauront sûrement émerger des idées nouvelles dans le cadre de ce symposium. Je reste persuadé que l'amélioration de notre système de santé n'est pas uniquement dépendante de la médecine curative, mais une place de choix doit être attribuée à la prévention et à la promotion de la santé. Les polycliniques et les structures de santé régionales doivent également voir leur rôle judicieusement redéfini pour faciliter l'accès aux soins de santé de base, pour désengorger les hôpitaux de troisième niveau. Et nous revenons donc en détail sur ce symposium santé de ce matin au Palais du Peuple avec notre invité de cette édition, Dr Mouiki Mohamed Moussa, qui est conseiller technique du ministre de la Santé. Bonjour monsieur le conseiller. Alors merci à vous d'abord d'avoir accepté notre invitation et de bien vouloir répondre à nos questions. Avant d'aborder les buts et les objectifs donc, de ce symposium organisé par le ministère de la Santé, j'aimerais donc vous demander pourquoi ce symposium maintenant et quels sont ses objectifs également. Alors, deux raisons principales. L'une relève de la nécessité, l'autre relève de l'opportunité. Celle qui relève de la nécessité, c'est le contexte mondial, la crise de la Covid-19 qui a exacerbé un certain nombre de défis structurels et conjoncturels dans notre pays. Et par ailleurs, la nécessité donc de venir répondre de façon holistique et de façon appropriée à ces défis. L'autre, c'est une opportunité parce qu'un tel exercice va venir renforcer la dimension collective, la dimension participative et la dimension inclusive d'un tel travail où on souhaite associer l'ensemble de la population et notamment la société civile, les communautés, les professionnels de soins bien sûr, quel que soit leur secteur, et puis finalement tout ce qui est élu et gouvernement. Donc il est important, et le Premier ministre l'a rappelé dans son discours, à Djibouti on fait face actuellement à une transition épidémiologique. Les maladies non transmissibles constituent un véritable fardeau et on sait que l'un des principaux moyens de lutte contre ces maladies transmissibles, c'est la prévention. Donc, et pour que cette prévention soit efficace, efficiente, le patient, le malade, doit être acteur de sa propre santé. Eh bien, il doit s'approprier tout ce qui relève donc, de sa santé et donc participer donc, de sa santé. Donc, c'est extrêmement important. Donc, et on a une fenêtre d'opportunité maintenant qui va nous permettre de venir renforcer, si vous voulez, le système de soins actuel. Et comment cela va-t-il se passer concrètement sur le terrain ? Alors, c'est un dispositif avec de multiples facettes. Donc, il y a le dispositif, on l'a entendu dans les allocutions, des ateliers régionaux, Djibouti-Ville, les 5 régions, et dans un deuxième temps, donc, une séquence avec un symposium national durant lequel donc, toutes les analyses qui auront été portées, les recommandations et les réformes proposées vont être intégrées et présentées. Et puis, il y a aussi donc, un canal supplémentaire, c'est celui des contributions en ligne. Donc, on ose espérer donc, les contributions en ligne via des questionnaires, via des sondages des uns et des autres, et notamment de la jeunesse, pour venir participer pleinement à cet exercice.
Merci à vous, docteur Meck Mohamed Moussa. Vous êtes conseiller technique du ministre de la Santé. Merci pour toutes ces précisions et ces éclaircissements. Et bonne journée à vous également. C'est moi qui vous remercie. Nous continuons donc dans cette édition. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a reçu la visite protocolaire de l'honorable Evelyne Renaud Garabédian, sénatrice représentant des Français établis hors de France. Les hôtes du jour ont été introduits par l'ambassadeur de France en République de Djibouti, l'honorable Arnaud Guillois, le président du groupe parlementaire d'amitié et de chef de la section djiboutien de l'APF, Dileta Mohamed Dileta, et le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Idriss Mohamed Ahmed, ont pris part à la discussion. Et après ses premiers mots de bienvenue, Mohamed Ali Hamed s'est dit honoré de la visite de la sénatrice à la Maison du Peuple. Cela dit, les deux personnalités ont passé en revue l'état des relations bilatérales entre les deux pays et leurs institutions respectives, les voies et moyens susceptibles de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération unissant les deux pays et des peuples fut également au menu des discussions. Leurs échanges ont ensuite porté sur la coopération entre les parlements de Djibouti et le Sénat français, et le président Hamed a soulevé la nécessité pour le groupe d'amitié parlementaire de contribuer au renforcement des liens de coopération unissant les deux nations. La République de Djibouti a réceptionné dernièrement une importante quantité de produits de fouilles archéologiques en provenance de la France. Ces produits de fouilles archéologiques effectués à Djibouti depuis les 4 dernières décennies ont été donc envoyés en France avec l'accord de Djibouti pour études et conservation dans les universités et laboratoires français, dans celui de Toulouse. Depuis la mise en place des structures de conservation à Djibouti, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a décidé de ramener tous les produits des fouilles effectuées à Djibouti qui constituent le patrimoine national du pays. Cette mission a été confiée à la mission archéologique française de Djibouti dirigée par Jessie Collier et l'Institut de recherche archéologique dirigé par Dr Salah. Ces produits de fouilles archéologiques ont été acheminés depuis la France jusqu'à Djibouti avec le soutien des partenaires et sont actuellement au hangar du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour être conservés au centre de conservation et d'études de l'IARH à terme. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a visité donc le dépôt des produits archéologiques ramenés de France. Il est accompagné par le représentant des partenaires, le directeur du CERD, Jalaluddin, le directeur de l'IRA, Salah Zakaria, la chef des missions françaises archéologiques à Djibouti et donc en présence des responsables du ministère. Le ministre et sa délégation ont découvert quelques produits archéologiques ramenés de France lors de l'ouverture des caisses. Ces produits sont composés donc de vestiges paléontologiques, des éléments de faune fossile disparus, ainsi que des animaux, éléphants, crocodiles, girafes primitives qui datent de plus d'1 million d'années, conservés dans des endroits marécageux comme dans les différents sites de Goba'a dans la région de Dikil. Aux alentours de 1,3 million d'années, donc c'est très très ancien et très précieux et aussi très exceptionnel vu l'état de conservation. Nous avons aussi des vestiges archéologiques, donc en particulier de la culture matérielle, des produits manufacturés par l'homme, par les plus anciens djiboutiens, qui vont relever notamment de l'artisanat potier. Nous avons retourné en République de Djibouti les plus anciens vases du pays qui datent des alentours du 3e millénaire avant notre ère. Nous avons ramené aussi toutes les parures, tous les coquillages qui ont servi à faire des bracelets, toutes les coquilles en œufs d'autruche, tous les outils sur matériaux minéraux, notamment sur l'obsidienne, qui ont été retrouvés dans les habitats anciens des chasseurs-cueilleurs, mais aussi dans les habitats et les sépultures des premiers éleveurs. Écoutons à présent les explications du directeur de l'IRA et du directeur du CERD. Il a pu se concrétiser justement grâce à l'appui du ministre de l'Enseignement supérieur, du directeur général. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans cette collaboration qui s'est mise en place entre ces différents responsables il y a quelques années. Sinon, moi, quand j'ai vu ces collections le 3 mai dans les hangars ramenés par l'armée française, j'étais très ému, et vraiment très ému, parce que ça fait des années qu'on attendait ce projet, et qu'enfin, voir devant vous
ce projet se concrétise, enfin une étape, hein, parce qu'il y a plusieurs étapes. Hein. J'étais vraiment ému et je remercie, j'étais à remercier personnellement le ministre de l'Enseignement supérieur, le conseiller de coopération d'action culturelle, le directeur général du CERD, enfin, et Jessie Colès, bien évidemment, qui est une partenaire importante. À cette étape-là, dire que tout est dans les mains maintenant de cette jeunesse de la recherche scientifique, parce qu'elle vient renforcer le centre d'études de recherche scientifique avec cet institut de la recherche archéologique et historique, avec Salah Zakaria à la tête aujourd'hui. Donc il a aussi une lourde responsabilité quant à la formation et à toute l'expérience que cette jeune équipe doit acquérir. Et on a l'appui, bien sûr, de nos partenaires à Toulouse, avec Jessie Collier et bien d'autres aussi, hein, qui peuvent être invités, à non seulement poursuivre ce travail de conservation, de préservation, de la mise à la disposition à travers les différents mécanismes, outils qui peuvent être disponibles, de ce patrimoine pour la grande population et, comme le disait le ministre, pour toute l'humanité, mais aussi reprendre toutes ces activités dont les pistes ont été aujourd'hui à peine effleurées et qu'il faut poursuivre, qu'il faut découvrir. Ça veut dire qu'il y a encore une tâche assez importante devant nous sur notre territoire djiboutien à explorer. Et je garde grand espoir justement avec cette équipe à ce que ces étapes soient achevées et puissent permettre d'ouvrir pour tous les autres de nouvelles domaines de recherche aussi. Et enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a félicité toutes les parties qui ont participé au retour donc, des mobiliers archéologiques qui sont à proximité avec une possibilité d'étude pour les chercheurs et chercheuses djiboutiens. On l'écoute. Ce patrimoine a été donc découvert à Djibouti. Le rapatriement de ce matériel, bien sûr, se fait à travers une excellente coopération. Ce n'est pas uniquement un département, c'est plusieurs départements et des gens qui sont impliqués à titre personnel. Je tiens vraiment à les saluer. À ce titre, je tiens à saluer bien sûr d'abord nos deux présidents, le président de la République, son Excellence Maël Omar Guelleh, qui, dès que j'ai été nommé, m'a donné pour consigne d'œuvrer à rapatrier ce patrimoine pour le placer plus tard dans un musée, mais également suite à la visite du président Macron qui, au cours de sa visite à Djibouti, a insisté dans le cadre de coopération avec Djibouti, entre autres le rapatriement de ce matériel. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de ce patrimoine? Je pense que une des actions la plus importante, c'est d'abord l'archivage et la conservation. Donc à ce titre, on a formé des jeunes, il y a déjà un jeune qui est là, qui est formé, mais on a également donné l'opportunité à travers le CERD, donc le directeur du CERD qui est là, Dr Jaloudine, et le directeur de l'IRA, personnellement également impliqué avec Jessie dans le travail qui a été effectué et qui revient tout le temps dans l'importance du recrutement de personnel formé. Donc la formation est une priorité pour la République de Djibouti. Elle se fera en étroite collaboration avec l'université de CNRS, d'abord avec le CNRS Toulouse et l'université de Toulouse Jean Jaurès. Et donc ce travail de recrutement et de formation est déjà opérationnel pour que la conservation de ce patrimoine puisse être bien gardée. L'autre élément important, c'est que la population djiboutienne maintenant doit savoir connaître son histoire, comment nos ancêtres de chasseurs-cueilleurs sont devenus des éleveurs. Et aujourd'hui, tout le patrimoine qui a été récupéré permet de donner des indications claires sur l'historique de ce passage du chasseur-cueilleur à l'éleveur. Ce qu'il faut également rappeler, c'est qu'il y a des vestiges paléontologiques, archéologiques, mais également tout ce qui est, je dirais, social autour de la culture des gens qui ont vécu avant nous dans cette région. Et puis tout le patrimoine, bien sûr, de la faune et de la flore, mais surtout de la faune. Qui aurait imaginé qu'à Djibouti, il y a 1,3 million années, on avait des éléphants, on avait des girafes, on avait des hippopotames, on avait des crocodiles. Tout ça, ça doit revenir à nos jeunes dans les écoles, dans les universités, pour prendre possession de ce patrimoine. Et suite à la formation, bien sûr, le travail de recherche doit se poursuivre, parce que là, c'est 150 sites depuis plus de 30 ans. Guéda, tout à l'heure,
qui en est également la mémoire de tout ce travail de recherche, nous le rappelait. C'est plus de 30 ans de recherche, mais cette recherche doit se poursuivre maintenant, puisque nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont dans les meilleures universités françaises à ce titre, pour pouvoir poursuivre ce travail de recherche avec nos partenaires français et étrangers, et faire de la République de Djibouti que ce patrimoine soit connu par les Djiboutiens, certes, mais qu'il serve également au tourisme. Pour que, quand les gens viennent à Djibouti, dans la région d'Assaïla, dans la région d'Assamo, dans la région d'Ali Adé, et partout on a trouvé de vestiges vers le Goubet, etc., faire connaître l'histoire de l'humanité à Djibouti, et elle est très riche. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouverons juste après pour la suite de ce jour. C'est donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Dans le cadre du programme du microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, et la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Emma Ngouane Ano, ont participé donc aujourd'hui à l'hôtel Sheraton à la cérémonie de signature d'accords de microfinancement au profit de 16 associations régionales pour mettre en œuvre des projets environnementaux au sein des 5 régions de Djibouti. Le programme de petites subventions vise à soutenir les communautés dans leur propre initiative pour assurer des moyens de subsistance durable tout en générant des bénéfices globaux pour l'environnement. Il s'agit d'un programme institutionnel du Fonds pour l'environnement mondial mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement et en collaboration avec l'UNOPS à travers le monde. Le programme compte actuellement plus de 14 500 projets dans plus de 125 pays depuis 1992. Avec le ministère, je pense qu'on a une cinquantaine de micro-projets dans les régions. Alors, il y a un appel à projet qui est lancé chaque année, 2 fois par an. Et les projets soumettent des idées de projets. Ensuite, il y a un comité national de sélection qui est très inclusif. Le ministère technique, le PNUD, les ONG, qui va à la rencontre, discute et fait des évaluations. Et ensuite, il y a un processus de sélection. Et c'est les meilleurs projets qui sont retenus. Et de son côté, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, s'est réjoui de cette cérémonie de signature d'accords de microfinancement au profit de 16 associations régionales pour mettre en œuvre des projets environnementaux dans les 5 régions de l'intérieur. On écoute le ministre. Je suis très ravi de participer à cette cérémonie et de présider la cérémonie. Comme vous le savez, c'est ce programme de microfinancement que le ministère a mis en place depuis 2007 avec bien sûr notre partenaire qui est le PNUD. C'est pour financer toutes les petites associations qui travaillent dans le développement et dans la protection de l'environnement. C'est la meilleure façon d'approcher les communautés. Donc c'est une bonne journée pour eux, pour les associations qui œuvrent dans la protection de l'environnement. Ils vont travailler, ils vont sensibiliser sur la protection, sur l'adaptation au changement climatique. Ils vont apporter toutes les réponses que nous, sur le terrain, on va utiliser les associations. C'est une bonne manière d'approcher les personnes concernées. Le Sagalorum du Sheraton Hotel a abrité une cérémonie de remise de prix et récompense aux gagnants des compétitions dans le cadre des activités organisées durant le mois béni du Ramadan. L'événement haut en couleur a réuni sur place, outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momin Assowe, l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, le maire de Djibouti, des parlementaires, des élus communaux, le directeur de l'ANPH, des cadres du ministère, les sous-directeurs des régions de l'intérieur, l'ensemble des responsables des CDC de la capitale, des représentants des conseils communautaires, des bénévoles et de nombreux autres invités. Et après la présentation du motif de cette rencontre par la maîtresse de cérémonie, place à une brève intervention du directeur de la NPH qui a vivement remercié la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son appui et son soutien en faveur des handicapés en termes d'accès aux plateformes d'intégration socio-économique. Le directeur de la NPH a appelé à une synergie collective pour mieux contribuer à la réussite de cette noble cause. Et dans son intervention, la ministre de la Jeunesse et de la Culture s'est félicitée de la réussite des activités organisées tout au long du mois béni du Ramadan à travers les CDC de la capitale et des régions de l'intérieur. On l'écoute. Toute la communauté de CDC, à commencer par le chef de centre. Donc il y a aussi le directeur des sous-régions qui sont avec nous, parce que nos CDC sont ouverts et opérationnels au niveau de la capitale, mais aussi au niveau de 5 régions de l'intérieur. Donc j'accueille les 5 sous-directeurs qui sont avec nous et donc qui ont fait le déplacement. Les chefs de centre
de la totalité de 12 CDC. Donc il y en a un qu'on attend avec impatience, qui est celui d'Anguela, qui va, j'espère, va ouvrir bientôt, une fois que le chantier va être fini. L'ensemble des communautés qui travaillent aux côtés de chefs et des responsables dans les CDC, à savoir le conseil communautaire, les mamans leaders, les femmes leaders, les papas leaders et surtout les jeunes, et bien sûr les filles et les personnes à besoins spéciaux. C'est exactement la fonction du centre, hein, c'est d'entreprendre le développement communautaire. Donc, comme à leur habitude, ils ont voulu travailler encore plus et montrer que tout le travail de réhabilitation, d'équipement, de redynamisation a porté ses fruits. C'est de permettre à ce que le CDC puisse fonctionner pleinement. Alors cette année, on a initié ces activités diverses et ces concours tout au long du mois de Ramadan jusqu'au deuxième jour de Eid. Donc bravo aux chefs et au personnel de CDC, mais aussi à la direction de CDC. Si le mois de Ramadan est réputé un mois de repos, et ils ont transformé en mois de travail, parce que la jeunesse le mérite, et la jeunesse est très demandeuse à ce qu'il y ait beaucoup d'activités. Vous avez pu honorer cet héritage d'animation sportive avant le iftar ou après le iftar. Ça, c'est un héritage culturel de Djibouti. Montrer que le mois de Ramadan est un mois d'effort, des compétitions. C'est aussi un mois de spiritualité, puisqu'il y a eu beaucoup d'activités, des conférences religieuses, mais aussi des concours, des questions-réponses. Vous n'avez pas faibli d'efforts, puisque même le second jour, qui est aussi un jour férié, vous avez travaillé dans 4 CDC pour faire plaisir à toutes les enfants et la jeunesse, en terminant avec le kermès. Donc bravo pour avoir réalisé tout ça. Aujourd'hui, on est là pour récompenser ceux qui ont travaillé, en fait, les jeunes qui ont pu gagner des prix, mais aussi pour récompenser peut-être les 3 meilleurs CDC dans les concours de iftar, ce qu'on a appelé la caravane d'iftar. Mais je tiens à les confirmer, tous les CDC aujourd'hui méritent qu'on leur dise bravo. En tout cas, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Nous remercions bien sûr nos partenaires, l'UNICEF, donc la représentante n'a pas pu nous rejoindre, donc elle a un autre événement en bas, qui, avec le programme ICE, nous a permis d'appuyer financièrement encore plus, encore plus avec les 3 mois d'été qui vont venir, puisqu'on aura aussi les programmes de l'été. Nous remercions beaucoup Doualé et la NPH. Enfin, pour clore l'actualité nationale, plus de 10 000 élèves de 5e année dans tout le territoire du pays composent donc aujourd'hui l'évaluation certificative du fin de cycle 2, plus communément appelée OTI, Objectif Terminal d'Intégration, 5e année, dans plus de 70 centres d'examen repartis sur l'ensemble du pays. À cette occasion, l'inspectrice générale du MENFOP, Mouna Ismail Abdo, a effectué une tournée d'inspection et de supervision dans plusieurs centres d'examen de la capitale. Elle était accompagnée donc dans ce déplacement de ses proches collaborateurs, des différents cadres et responsables des différentes circonscriptions. La délégation s'est rendue successivement dans les écoles de 3 communes de la capitale. À chacune des étapes de sa visite, l'inspectrice générale s'est longuement entretenue avec les responsables pédagogiques et les chefs de centre pour s'enquérir justement du bon déroulement des épreuves. Elle a pris acte de l'organisation matérielle parfaitement huilée et la présence effective de l'ensemble des personnels déployés dans les centres d'examen conformément au plan d'organisation de l'examen. Les constats qu'elle a fait dans les différents centres d'examen ont donné entière satisfaction à l'inspectrice générale qui s'est dit heureuse de la qualité des préparatifs et de l'organisation de ces épreuves. Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans le titre de cette édition. Burkina Faso, les 8 mineurs coincés depuis 32 jours n'ont pas été retrouvés dans la chambre de refuge. Les 8 mineurs, dont 6 Burkinabés, un Tanzanien et un Zambien, coincés depuis le 16 avril dernier dans la mine souterraine de zinc de Perkoa, dans le centre-ouest de Burkina Faso, n'ont pas été retrouvés dans la chambre de refuge où ils étaient censés se retrouver, a annoncé donc hier le gouvernement burkinabé, tout en assurant que les opérations de sauvetage
se poursuivent. Une forte pluie s'est abattue le 16 avril dernier sur la province de Sanguié et plus particulièrement la commune de Réau en occasionnant une inondation sur la mine de zinc souterraine de Percoa qui s'y trouve. Depuis cette date, 8 travailleurs étaient coincés dans les galeries souterraines complètement envahies par les eaux de pluie. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.